On va parler de 4 livres édités chez HarperCollins, dont des autrices hyper connues. Voilà, j'ai hâte de vous en parler. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de sorties récentes et d'autres moins. En tout cas, ce sont des livres que j'ai beaucoup aimés, voire beaucoup aimés, vraiment de super chouettes lectures. Alors, on va commencer avec mon premier livre de Val McDermid, 1979. C'est une nouvelle série. Moi, je découvre l'autrice avec cette série qui vient de sortir chez Harper. En livre audio, récemment, j'ai écouté le tome 3 de la série Vert Cottage, qui n'était pas une série que j'aimais bien, mais c'était pas incroyable, etc. Et en fait, ce tome 3, il m'a vraiment beaucoup plu. J'ai retrouvé Karine Giebel avec Glen Afrique, que j'ai lu dans le cadre du jury du prix HarperCollins Poche Noire. Et puis, une de mes autrices préférées, et je peux encore plus l'affirmer après la lecture de ce livre, Comment te croire, le nouveau livre de Petroni Rostania. Et je commence donc avec 1979, qui est le premier tome de la série Une enquête d'Ali Burns. Ali est journaliste et c'est hyper intéressant parce qu'en fait c'est une journaliste d'investigation et elle va vraiment mener des enquêtes ou accompagner un autre journaliste qui mène l'enquête. C'est très intéressant parce que c'est là où on voit que le côté journalisme d'investigation est très proche du côté enquêteur. Il y a beaucoup de points communs. Ils mettent leur vie en danger. Je vais pas dire plus que des détectives, c'est pas tout à fait le cas, mais ils vont fouiller et sans cette casquette police. Donc au début, quand ils arrivent à avoir des informations, les gens n'ont pas tilté qu'en fait ils étaient journalistes et que peut-être que ce que certains font d'illégal, etc., pourra être mis au grand jour. Voilà, ça, il y en a certains qui se font avoir par rapport à ça. Et donc, comme on n'est pas dans des milieux hyper gentils, etc., bah voilà, on sent le danger autour des personnages. J'ai beaucoup aimé l'écriture ou la façon dont le livre était traduit. 1979, c'est pas une année qui m'attire énormément. Si on devait me demander une année comme ça depuis, je sais pas, 1950, j'aurais vraiment pas cité 1979. Et c'était hyper intéressant, notamment sur le côté journalisme. Je suis pas du style à dire ouais, c'était mieux avant les nouvelles technologies, j'ai un compte Instagram, j'ai une chaîne YouTube, enfin, c'est bon, est-ce que je vis totalement avec mon temps? Je suis pas sûre parce que j'ai pas de compte Twitch par exemple, mais globalement j'ai rien contre les nouvelles technologies, enfin j'essaye de suivre ou de m'adapter, enfin bref. Donc je suis pas du style à dire ah là là, qu'est-ce que c'était mieux avant, ah là là, c'était mieux quand les jeunes n'avaient pas d'écran, hein, parce que à la maison, oui, les enfants ont des écrans, mais ils lisent énormément, donc l'un n'empêche pas l'autre en fait. donc, donc voilà, c'est pas trop mon style, et pourtant là, je me suis mise à vraiment beaucoup apprécier le journalisme en 1979, avec ce côté où eh bien, il y a une heure à laquelle il faut rendre son papier si on veut être publié dans le journal du lendemain. C'est pas du tiens, il vient de se passer un truc incroyable, allez hop, on écrit vite notre article et puis on lance sur les téléphones qui sont abonnés à l'appli, on lance une notification, un truc comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est pas l'actualité au moment en fait. C'est l'actualité une fois par jour avec des contraintes d'impression qui font que en fait ça prend le pas sur l'actualité. Après là on est quand même sur des enquêtes
un peu longue, donc on n'est pas sur tiens, il vient de se passer tel événement, faut tout de suite qu'on en informe les gens. Là, il y a un côté d'une machine plus lourde parce que une enquête de plusieurs semaines, plusieurs mois avant d'arriver à un papier. Mais quand ils arrivent à ce papier, ils ont quand même hâte de le publier et donc il faut quand même eh bien, prendre en compte ces contraintes d'impression. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose qui m'attire ni quoi que ce soit, cette partie-là. C'est pas quand je vous dis que enfin, quand je vous dis qu'il y a des choses qui m'attiraient en 1979, c'est pas forcément cette partie-là, parce que moi je trouve ça pas mal d'être informé quelques minutes après quelque chose qui peut se passer en fonction de l'importance du sujet. Mais derrière, il y a toute en fait une sorte de comment dire de satisfaction qui était très différente parce que justement le fait de boucler son article juste avant cette heure-là et puis le côté des machines à écrire, enfin c'est vraiment très bien écrit. On s'imagine avec tous les journalistes en train de tac 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 tac. Il y a plusieurs citations que j'ai relevées comme ça avec le bruit des machines à écrire et puis euh, la difficulté derrière. Enfin, je veux dire, moi j'écris un truc, que je me trompe, je l'enlève, je fais CTRL-Z, je reviens en arrière, je fais, enfin, voilà, c'est beaucoup plus simple. Là, quelque part, quand on se trompe, eh ben, c'est pas la même chose. Donc, voilà, je trouve qu'il y a plein de choses qui étaient assez intéressantes et qui m'ont beaucoup plu parce que on sent cette sorte d'adrénaline, de super motivation, puis derrière de satisfaction liée à toutes ces contraintes d'impression. Voilà. Donc j'ai vraiment bien aimé, je trouvais que c'était hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé ce fameux personnage d'Ali Burns. Euh, c'est pas une casse-cou, c'est pas une intrépide, c'est pas, elle est pas au centre total de cette histoire non plus. Enfin, c'est le personnage principal, mais je trouve que elle cède sa place à l'intrigue, aux enquêtes qu'elle mène. Il y en a deux notamment, deux gros papiers là qu'elle va sortir avec un collègue. Et en fait, on n'est pas sur la description, une énorme description du passé d'Ali Burns. On n'est pas sur une énorme description de sa personnalité. On n'est pas hyper centré sur elle. Non, on est plus autour de l'enquête et elle paraît presque comme un personnage secondaire, mais en réalité, c'est le personnage le plus présent. Donc, c'est bien le personnage principal. Mais j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était construit. Voilà, donc moi j'ai bien aimé et le tome suivant ce sera 1989, donc je me tiens prête. Je continue avec Un printemps éblouissant à Vert Cottage de Lucy Daniels, donc le tome 3 de cette série que j'apprécie mais sans que ce soit un énorme coup de cœur, si bien que je crois que le tome 2 je l'ai lu il y a pas tout à fait un an mais pas loin. Et c'est une série qui est très douce, qui est globalement agréable, hein, mais vraiment très doux, très léger. On suit Mandy Hope et Mandy Hope, elle a un amour incroyable pour les animaux et Vert Cottage est un refuge pour animaux. Et donc, quand on suit Mandy Hope, eh ben, on la suit sur les soins qu'elle va apporter aux animaux et elle a une bienveillance incroyable. Et de mon côté, je n'ai pas un attachement fou aux animaux. On n'a pas d'animaux domestiques à la maison. Enfin voilà, donc ça me demande un peu une adaptation pour la comprendre. Et en plus, dans ce tome-là, elle est au contact d'enfants et toute la bienveillance qu'elle peut avoir avec les animaux, la patience et tout, elle l'a pas trop avec les enfants. Elle est un petit peu différente. Alors bon, il y a d'autres choses qui se jouent derrière et je peux pas vous en parler parce que je vous spoilerai les 2 premiers tomes. Mais voilà, j'ai découvert une autre facette de sa personnalité qui m'a un petit peu surprise au final. Et voilà, donc en fait, bah, on retrouve les animaux qui étaient pas... Enfin, c'est le principe de la série, mais bon, pour moi, c'est pas fou c'est pas un thème fou qui m'attire énormément. On a eh bien, des enfants avec qui elle est beaucoup moins bienveillante que ce que j'aurais pu penser, et puis que
un peu de maladresse, mais bon, elle a des valeurs qu'elle laisse pas de côté. Enfin, je sais pas, j'étais un peu surprise. Donc, ça peut paraître être des points négatifs. Et en fait, j'ai été beaucoup plus accrochée dans cette histoire-là que dans la précédente. Ouais, j'étais bien dans ce livre, en fait. Enfin, j'ai passé un bon moment. J'étais contente de retrouver les autres personnages. J'ai bien aimé son évolution. Et en plus, ce que je vous dis là, sa réaction avec les enfants, enfin, je repense à une autre scène avec son, je sais plus si c'est son assistante, sa stagiaire, enfin, et, euh, et pour moi, elle a une réaction tellement humaine en fait, enfin, tellement, je l'ai tellement comprise, alors que sur d'autres points, je la comprenais pas. C'était très bien décrit et ça m'a permis de m'attacher aussi à elle, une fameuse scène, enfin, qui m'a plu, ouais. Voilà, donc bah écoutez, moi je suis repartie dans cette série, le tome 3 m'a plu, eh bien j'écouterai le tome 4 de cette série Vert Cottage, je crois qu'il y en a 6 pour l'instant. Et si je me trompe pas, c'est quand même à vérifier. Voilà, donc c'était Un printemps éblouissant à Vert Cottage. Je continue avec Glen Afrique de Karine Jebel et en plus cette année, je vous avais dit, l'un de mes objectifs c'était de me diversifier dans le polar, etc. Ce que j'ai fait en fin de compte en préparant les quais du polar puisque je suis allée vers des auteurs qui ont eu des succès sur des années où ben, j'avais pas trop de lecture de polar à ce moment-là. Enfin, donc je trouve que j'ai déjà fait des découvertes mais d'auteurs qui datent en fait. Et puis je voulais vraiment revenir à Karine Jebel parce que moi j'ai de très grands souvenirs de Juste une ombre que j'ai lu il y a plus de 10 ans. Et, euh, et donc bah, je l'ai fait en début d'année avec un tout petit livre qui m'avait moyennement plu en fait. Parce que dans ce livre, tous les personnages avaient un fond pas gentil. Je trouvais que ça faisait beaucoup en fait. Enfin, c'était dur de s'attacher à quelqu'un parce qu'à chaque fois il y avait un truc qui pour moi était tellement lourd que une sorte de casserole ou un trait de la personnalité qui était tellement lourd que j'avais du mal en fait, j'avais du mal à m'attacher au personnage. Bon, là du coup j'ai lu Glen Afrique dans le cadre du prix HarperCollins Poche que j'aurais lu de toute façon parce qu'on en a tellement entendu parler que je voulais vraiment savoir de quoi il s'agissait, etc. On est sur un pavé, mais ça c'est un peu la marque de fabrique de Karine Jebel, on est sur un livre qui a plus de 700 pages et j'ai tellement vu d'avis positifs, tellement de personnes qui disaient que c'était un coup de cœur, etc. De mon côté, c'est pas un coup de cœur. Mais en fait, bah, je l'ai pas lu comme tout le monde. Euh, enfin, façon de parler, mais il y a une dimension dans ce livre qui est hyper importante et qui n'a pas été vue par certains, pour certaines raisons, mais je vais vous détailler ça après. Donc, moi, j'ai rien lu de la quatrième. De toute façon, je lis rien des quatrièmes de couverture. Ces derniers temps, je me suis dit, bah, c'est peut-être pour ça que les premières pages, des fois, me paraissent un peu complexes, entre guillemets, enfin, façon de parler, mais moi, j'enchaîne les lectures. Donc, je suis dans un univers et tout de suite après, je prends un livre, j'ouvre un livre et hop, je plonge dans un autre univers. C'est vrai que si je lisais la quatrième de couverture, je pourrais savoir à peu près dans quel univers j'arrive. Et donc, bah, je serais prête, en fait. Voilà. Là, c'est pas le cas. Je suis pas du tout prête. Je me laisse la surprise. Je veux pas savoir de quoi ça va parler. Enfin, c'est bon. C'est l'objectif du livre. En plus, les quatrièmes de couve spoil des fois énormément. Est-ce que là, ça spoil un truc important? Non, non, ça ne spoil pas un truc important. Mais voilà, enfin, c'est pas trop mon truc, les quatrièmes de couve, mais comme je vous dis, ces derniers temps, je me disais que peut-être que ça m'aiderait à entrer encore plus vite dans l'histoire, plutôt que d'avoir ce côté je déconnecte du livre précédent, je me plonge dans celui-ci. Les premières pages, elles ont intérêt à être hyper rythmées pour que j'entre au plus vite dans l'histoire, parce que j'ai hâte de me plonger dedans. Donc je savais pas où est-ce que j'allais aller. En revanche, j'ai lu une page, et là, on va commencer à entrer dans le vif du sujet. J'ai lu une page. J'arrive. Donc au début, je vous montre où je suis. Là le titre. Je tourne la page et on a cette partie. Et on a une citation. Ce livre est bref, mais son pouvoir est long. L'amitié informe et invincible nouée entre Lenny, le doux colosse innocent aux mains dévastatrices, et son copain Georges, petit homme aigu,
a une beauté, une puissance de mythe. Je pense que certains voient déjà où je veux en venir. Cette citation est de Joseph Kessel, en préface du roman des souris et des hommes de John Steinbeck. Voilà. Donc en fait, ce livre est un hommage à des souris et des hommes. Mais quand je dis un hommage, c'est vraiment, il y a énormément de clins d'œil. Là, c'est intéressant pour moi d'ailleurs de relire cette préface parce que ça permet quand même de donner un petit signe aux gens qui ne l'ont pas lu. Parce que on va avoir un Lenny dans ce livre et on va avoir un Georges. Ce Lenny, on le voit assez vite, il s'appelle Léonard. Par la suite, il est surnommé Lenny pour qu'il y ait encore plus de liens. On va avoir aussi un Georges. On va retrouver ces deux personnalités dans ce livre. On n'est pas du tout sur le même style d'histoire. Déjà, on est sur un livre de 750 pages, ce qui n'est pas le cas du livre de Steinbeck. Et puis derrière, il y a plein de choses autour. Il y a une écriture, il y a beaucoup d'intrigues, beaucoup de rebondissements. Il y a un sacré retournement de situation, je ne sais plus, peut-être à 100 pages du livre. C'est vraiment une histoire de Karine Giebel. Il n'y a aucun souci. Mais on a quand même un Lenny, puis on a quand même un Georges. Puis le Lenny ressemble vraiment au Lenny des souris et des hommes, sur certains points. Et le Georges, il ressemble beaucoup au Georges des souris et des hommes. On connaît le dénouement. Quand je me suis rendu compte des similitudes, des nombreuses similitudes avec des souris et des hommes, j'ai été un peu déstabilisée parce que on le voit pas tout de suite. On le voit pas tout de suite. Vous verrez, si vous le lisez, on le voit pas tout de suite. Mais à un moment donné, je me suis dit, si vraiment on est sur autant de similitudes et qu'on a la même fin, c'était bien. Mais moi, je lis un polar. Si je connais la fin parce que j'ai déjà lu un autre livre avant et que ce livre est un hommage à... c'est un peu compliqué. Bon, tout ça, je vous laisse, je vous laisse découvrir quelle est la fin, etc. Mais derrière, donc j'ai été déstabilisée, mais ensuite, j'ai été totalement prise par le livre parce qu'en fait, c'est un page-turner de folie. C'est dur de le lâcher. L'autrice joue énormément avec nos émotions. Et quand je dis les émotions, c'est pas du rire, des pleurs, du rire, des pleurs. Non, ça prend au ventre, en fait. Elle joue avec notre... comment dire, le fait qu'on ne supporte pas l'injustice. Je pense que c'est humain. Si vous me connaissez, vous savez que chez moi, c'est décuplé. Du coup, c'est un livre comme ça, pour moi, c'est très difficile. Physiquement, c'est très difficile parce que j'en ai réellement mal au ventre. Réellement. De voir ces injustices. Puis, en fait, on est sur des enchaînements de scènes comme ça. Et on se dit, mais c'est pas possible, ça va pas s'arrêter. On voit ce truc. Enfin, voilà. Donc, on a, dans la quatrième de couverture, on nous parle principalement de Léonard, effectivement. Léonard qui est un peu différent, qui est très grand. Pour lui, c'est pas facile, il se rend compte de certaines choses et on lui fait pas de cadeaux, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, c'est vraiment difficile. Et puis, il rêve de Glen Afrique, parce qu'il sait que son frère est à Glen Afrique. Il vit avec sa mère et voilà, son frère, il l'a pas vu depuis longtemps et en fait, il sait qu'il est à Glen Afrique, donc chez lui, c'est comme un petit refrain. Donc là, pareil, vous allez peut-être voir une petite similitude avec des souris et des hommes. C'est comme un petit refrain parce que régulièrement, il va se dire ça ira mieux quand je serai à Glen Afrique. Oui, d'accord, il y a tout ça, mais ça ira tellement mieux quand j'irai à Glen Afrique. Ah, j'ai tellement hâte d'aller à Glen Afrique. Et voilà. Donc, vous voyez un petit peu le truc. Donc, il y a des similitudes, il y a aussi des différences. Hein, c'est un hommage, un très bel hommage. Et en fait, je viens de vous résumer le livre, je viens de vous parler de mon avis en parlant beaucoup des souris et des hommes. Et tous les avis que j'ai lus, j'en ai vu un en fait sur Babelio, parce qu'une fois que j'ai terminé ce livre, je dis c'est pas vrai. J'ai quand même vu beaucoup d'avis sur ce livre. Je n'ai jamais vu la mention, la comparaison, la référence, l'hommage, les clins d'œil à des souris et des hommes. Je dis, c'est pas possible en fait. Moi, j'ai lu ce livre.
parce que c'est l'un des livres préférés de mon père, puis il m'en parlait beaucoup, il m'en parlait beaucoup. Il m'a toujours dit, enfin, que pour lui, c'était l'une des... enfin, une superbe histoire d'amitié. Donc, je voulais, en fait, découvrir ce fameux livre. Je l'ai découvert, je l'ai moins apprécié que mon père, mais écoutez, ça se lit bien, je l'ai lu, je sais plus quand est-ce que je l'ai lu, je sais plus en... Je me demande si j'étais pas étudiante ou au tout début. Il doit être pas loin. Ouais, voilà. Ça, c'est la version que j'ai. Je sais plus. Est-ce que je notais dedans Non, j'ai pas noté quand est-ce que j'avais reçu. Les pages ont beaucoup jauni. C'est un petit livre qui fait 180 pages, 170 et quelques. Voilà, qui se lit bien. Il y a même des pages blanches. Voilà. Donc, ça se lit encore plus vite. Il se lit bien, etc. C'est certes un classique, mais je le mets pas dans la même catégorie que certains classiques, certains pavés qui sont un peu lourds à lire. Il y a des dialogues en plus. Alors, c'est un livre qui date de quand? Est-ce que ça, on peut avoir l'information? 1937 et 55 chez Gallimard pour la traduction française. Effectivement, j'ai bien la préface de Joseph Kessel dessus. Donc oui, ce livre est bref, mais son pouvoir est long. Ce livre est écrit avec rudesse et souvent grossièreté, mais il est tout nourri de pudeur et d'amour. Certains auteurs de l'Amérique du Nord disposent d'un secret impénétrable. Ils ne décrivent jamais l'attitude et la démarche intérieure de leur personnage. Ils n'indiquent pas les ressorts qui déterminent leurs actes. Ils évitent même de les faire penser. Voilà ce qu'a fait cet homme ou cette femme, et voilà leurs propos. Le reste n'est pas votre affaire, ni la mienne, semble dire au lecteur Hemingway, Dashiell Hammett, Erskine Caldwell, James Cain. Voilà. Donc, juste, je ne vais pas tout vous lire, mais une approche aussi superficielle en apparence devrait logiquement exclure toute perception profonde des êtres et en eux tout cheminement spirituel. Il ne devrait pas avoir de substance, de densité humaine, de vérité. Or, et c'est le mystère, ils vivent tous avec une intensité et une intégrité merveilleuses, avec leur poids de chair, avec le mouvement du cœur et les reflets de l'âme. Voilà, je m'arrête là, sinon je vais tout vous raconter. Mais voilà, donc en fait, pour moi, ce livre va difficilement sans ce livre. Ouais, mais en fait, sauf que du coup, je me suis rendu compte que ce livre n'était quasiment pas lu. Et donc ce livre est devenu un coup de cœur pour beaucoup sans avoir fait le lien. Voilà, ça peut arriver, c'est comme ça, mais en fait, quand j'ai posté mon avis, j'ai pas mis que c'était un coup de cœur, j'ai mis que j'avais adoré, etc. Mais c'est vrai qu'il y a ce petit moment où j'ai été déstabilisée, où je me suis dit, mais vraiment, on fonce tout droit dans des souris et des hommes. Du coup, je fais quoi? Enfin, je continue, je connais la fin. Enfin, j'ai pas besoin de 750 pages, je connais la fin. Je grossis le trait parce que c'est pas tout à fait ça, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est une vraie histoire de Karine Giebel. Mais voilà, et donc ce moment qui m'a déstabilisée, je peux pas dire derrière que c'est un coup de cœur. Voilà. Et donc quand j'ai mis mon avis et tout sur ce livre, je sais plus si je dis que je l'avais beaucoup aimé, mais c'est le cas, je l'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé très bien, mais excellent même, hein, vraiment. C'est pas un coup de cœur parce qu'il manque un pas, quelque chose, une marche, mais il est excellent. Et donc on m'a beaucoup répondu, ah pour moi c'est un coup de cœur, pour moi c'est un coup de cœur. Et donc réponse de ma part, et t'avais lu celui-là? Ah bah non. Bon, alors c'est peut-être ça. Donc en fait, je suis à la recherche, je passe une annonce, je suis à la recherche de quelqu'un qui a lu ce livre, pour qui c'est un coup de cœur et qui a lu celui-là. Voilà. Après, celui-là, pour moi, n'est pas un coup de cœur. Donc c'est peut-être aussi pour ça. Parce que peut-être que si c'était un coup de cœur, je me dirais, oh la vache, c'est trop bien, il y a un hommage à mon coup de cœur. Du style, dans mes livres préférés d'Agatha Christie, si quelqu'un en faisait un hommage derrière, je me dirais, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Voilà, mais du coup c'est vrai que je déstabilisée au moment de la lecture, puis déstabilisée sur l'après, de voir tout le monde qui a lu ce livre et qui l'a adoré, qui l'a trouvé génial et tout, sans jamais avoir fait le lien avec celui-là. Voilà, c'est comme ça. Pour une fois que j'ai lu un classique, hein, parce que vous savez, je suis plutôt à lire des livres voilà, populaires dans le mauvais sens du terme, on va dire. Mais là, c'est vrai que pour moi, c'est tellement indissociable que c'était assez surprenant. Pareil, on a un autre livre à lire pour le jury, qui est un tome 2. Et le tome 1 était mais vraiment en lien avec la mythologie grecque et tout. Quand je l'avais lu, c'était la sortie, ils avaient énormément communiqué dessus.
Et puis ça se voyait en fait, on voyait les similitudes. Et en discutant avec des gens, en disant, bah, ouais mais t'as quand même vu, enfin ok le livre est particulier, de mémoire il est assez violent, on est dans des trafics et tout ça, de la forte délinquance on va dire, et derrière, donc dans ces histoires de gangs et tout, dire mais t'as vu quand même la similitude, je me demande même si c'était pas avec la guerre de Troie. Ah bah non, ah bah ouais mais c'est quand même le truc du livre en fait. Donc voilà, c'est là où c'est intéressant. Après, si c'est utilisé effectivement pour de la com et qu'on a zappé la com parce que c'est plus la période, parce que on trouve parfois certains vont voir ce livre en librairie sans savoir ce sur quoi la maison d'édition a acté, enfin ce sur quoi la maison d'édition voulait partir pour le mettre en avant, bah oui, effectivement, on peut ne pas voir ces similitudes et ne pas se poser la question. Mais pareil, pour ce livre, j'en avais... Alors pour le coup, je sais pas que je l'avais vu chez des lecteurs. En même temps, je, je n'ai jamais vu ce lien vers chez des lecteurs. Mais c'est plutôt, voilà, le livre allait sortir et grosse mise en avant. Oh, c'est une réécriture et voilà. C'est comme ça. Et je termine avec Comment te croire de Petroni Rostania, qui est un livre très court, comme le fait régulièrement l'autrice. C'est un one-shot. Je le précise parce qu'elle a 2 super séries. Enfin, je vous dis ça, mais j'en ai lu qu'une. L'autre est en train d'être édité chez certainement HarperCollins, je sais plus, alors qu'il était auto-édité. Mais en fait, elle a 2 séries avec 2 personnages, et ces 2 personnages se rencontrent dans un tome que j'ai lu. Voilà. Je crois que c'est Alexandre Laroche. Et l'autre, c'est Pauline Carrel, que j'adore. Elle est trop bien. Et dans un des tomes de Pauline, en fait, les 2 personnages se rencontrent. Moi, j'ai pas encore vraiment fait la connaissance d'Alexandre. Et sinon, il y a des one-shots. Et donc, Comment te croire en fait partie. Et Enfin, voilà, c'est clair. Voilà, maintenant, c'est clair et net. Enfin, Ça sert à rien de me dire, ah, est-ce que je vais aimer, est-ce que... Non, non, voilà, c'est Petroni Rostania, forcément j'ai apprécié. Forcément j'ai apprécié. C'est trop bien, c'est trop bien. Là, on en voit pas mal de ces livres. Donc, il y a Quand tu ouvriras les yeux, j'aurais aimé te tuer, je pensais t'épargner, un jour tu payeras. Voilà, c'est excellent. Donc, livre court, mais il y a ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus, il n'y a pas besoin d'en enlever, il n'y en a pas trop. Mais c'est exactement ce qu'il faut. Les personnages, ils sont toujours vraiment bien travaillés et attachants, mais pas tout lisse non plus. Et puis quel rythme en fait, c'est super, enfin c'est hyper addictif, c'est des page-turners. Enfin vous lisez ça, vous commencez un livre de Petroni Rostania, il fait moins de 300 pages, enfin, vous le dégommez en fait, enfin, vous êtes obligé parce que c'est fait pour, tout est fait pour nous accrocher, pour nous tenir en haleine, etc. Il y a des retournements de situation, enfin c'est super bon. Voilà, c'est excellent. Et celui-ci, en plus, c'est un de mes préférés de l'autrice. J'ai trouvé assez original, malgré le fait que voilà, c'est une des autrices que j'apprécie le plus, j'ai lu tous ses livres, etc. Mais j'ai trouvé un petit peu original. En fait, on va suivre Jean, qui est en fin de carrière, et puis on se retrouve, d'ailleurs, on commence le livre avec une scène où on se dit, bah, c'est un peu curieux, donc on a un prologue, et puis en fait, bah, on comprend qu'ils arrivent, donc Jean et puis bah, des équipes de la police arrivent sur une scène de crime. Voilà. Et puis ensuite, on part dans l'histoire quelques jours auparavant. Et puis, on va avancer dans l'histoire, et cette scène va être reprise dans le livre. Et on va avoir tout le contexte en fait. Et du coup, cette scène qu'on a lue au début en imaginant des choses, bah, va prendre un tout autre sens. Je crois bien que c'est les mêmes mots hein, qui sont utilisés. C'était assez fort. Et donc en fait, bah, Jean, malheureusement, on commence à faire un peu sa connaissance. Puis on se rend compte qu'il est gravement malade. Il est gravement malade. Il a une famille, il a notamment une fille avec qui il n'a pas forcément été très proche parce que très pris par son travail, etc. Mais il va s'attacher
à Célia, sa petite fille, notamment pendant une enquête. Voilà. Et puis là, enfin voilà, il vit des choses difficiles, donc il va vraiment se rapprocher de sa famille. Est-ce qu'on peut dire que tout est perdu avec sa fille? Quand même pas, enfin ce serait un peu dommage de dire ça, mais c'est des rapports un petit peu difficiles, mais il va vraiment profiter de sa petite fille. Et en même temps, il a une affaire non résolue sur la disparition 6 ans auparavant d'une jeune fille qui n'a pas été retrouvée. Et voilà, c'est difficile parce que enquête non terminée quelque part. Enfin, voilà. Donc on a ce contexte-là et en fait cette enquête autour de cette fameuse Alice, la jeune fille qui avait disparu, va avancer. Et notamment grâce à Jean, alors que il a un rôle dans la police qui va être de plus en plus en retrait. Donc voilà, en fait, je peux pas vous en dire plus, mais je pense que vous voyez les difficultés. Enfin, on va avoir un très fort sens relationnel, un lien avec la famille, mais qui va presque sauter une génération. Et en même temps, on a quand même ce lien un peu difficile. Alors, c'est pas non plus complexe et fermé, mais c'est pas aussi fluide que ce que Jean peut avoir avec sa petite fille. Donc on a des choses de ce côté-là qui sont vraiment intéressantes. On a des choses qui sont intéressantes au niveau de l'enquête. Et puis ce fameux prologue où on se dit, on est sur une scène de crime, c'est qui, c'est quoi, c'est où, et puis hop, on part dans l'histoire quelques jours auparavant et on va comprendre. Il y a aussi une petite dimension originale qui, moi, ne m'a pas déplu du tout, mais voilà, enfin, c'est original. Là, pour le coup, ça change vraiment, je trouve, des livres de Pétronier. Et puis, bah, dénouement avec un S, en fait, qui était top. Voilà. C'est le final, enfin je vous dis, j'étais vraiment dans le livre, les chapitres courts, j'enchaîne l'histoire, je fais encore plus la connaissance avec Jean, je comprends ses difficultés, je comprends, il cache des choses, parce que quand je vous dis qu'il est malade, bah écoutez, seul le médecin, le lecteur et Jean sont au courant, hein, c'est tout. Et donc on avance comme ça dans l'histoire et puis on se fait tellement avoir, mais tellement avoir, c'est très fort, c'est très très fort. Voilà, donc encore une fois, bah je vous conseille vraiment de lire Comment te croire. Ça, bon, ça a un sens. Le Comment te croire, ça a un sens dans le livre. Mais j'ai aussi envie de vous dire qu'avec toutes les fausses pistes que l'autrice nous donne tout au long du livre, ça peut prendre une autre dimension. Voilà. Comment croire ce que l'autrice nous écrit? Comment ne pas se faire avoir? Je ne sais pas. Et bien voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, en tout cas, de mon côté, que vous l'avez compris, c'était des chouettes lectures, vraiment. Et vos avis m'intéressent, notamment sur... Voilà. Eh bien, je vous souhaite de très bons moments lecture et on se retrouve très vite. À bientôt.